merci d'être là. Merci de vous ouvrir et de nous confier en même temps du retour d'expérience et un point de vue qui va être un peu prospectif dans la mesure où la G4, même si fin mai ça a été lancé en langue anglaise, on est aujourd'hui sur un lancement plutôt en langue française. Au mois de mai, la GRI cherchait une équipe pour relire la traduction française de la G4, et avec Bertrand qui est là et Marie Duhard qui est en Belgique et en fait qui aujourd'hui est à Accra, donc elle n'est pas avec nous, mais elle est basée en Belgique en temps normal, pour vous donner un petit peu un écho de ce travail. Pendant que tout le monde était à la plage, le 20 ou le 22 août, on a reçu un mail très volumineux en nombre de pages, et avec mission pour début septembre, donc fin août à début septembre, pour ingurgiter, manger, la version en anglais, la version en français, et tomber d'accord. Je peux vous dire que c'était un peu rock'n'roll. Parce que tous les trois on était mine de rien pas mal occupés et pas beaucoup sur la plage, et que le document, le volume 2, il fait quand même plus de 200 pages. On ne s'est pas ennuyé. Cela étant, pour vous donner un petit peu un écho, comment on a travaillé, quand on travaille avec la GRI en français, je pense à la version G3, G3.1, forcément, il y a des trucs qu'on ne comprend pas à la lecture. On est obligé de se creuser un peu la tête et des fois, on se dit, ceux qui l'ont rédigé, ils auraient dû le rédiger comme ça. Et quand on se retrouve dans la situation de celui qui, ou de ceux qui reprennent le texte et se disent comment est-ce qu'on fait pour le rendre plus lisible, et quand on se dit, ouais, on l'aurait bien écrit autrement, sauf que si on l'aurait écrit autrement, c'est pas conforme à la version en anglais. Et on n'est pas là pour réviser le référentiel, mais pour le rendre lisible. Et en fait, on est arrivé à une méthode de travail qui a consisté à lister les termes qui posaient problème en matière de traduction. Alors, ça a donné une liste de 30 à 40 items. Et en tête de liste, il y en a un, je vous le donne, materiality. Le consensus sur la traduction de ce terme est arrivé très vite, mais c'est celui sur lequel on a statué le plus tard, et même en dernier. Et pour vous donner une idée de la manière dont ça s'est passé, c'était début septembre, toi tu étais à Paris, on s'est eu 5 minutes au téléphone, Marie était entre la Belgique et la Turquie, moi j'étais dans un taxi brousse pour une mission en Ouganda, et dans ce contexte-là, on a dit on statue, voilà les échos qu'on a eus. Et on a envoyé nos mails à la GRI en disant voilà ce que nous estimons pouvoir être une traduction. Maintenant, c'est clair qu'il y en a quand même beaucoup de pages. En l'utilisant, on va retrouver des choses et on va se dire si on avait été dans le comité de relecture, voilà comment on l'aurait réécrit. Donc forcément, mais voilà, pour vous donner un petit peu un écho de ces... Marie est en Belgique. Et la GRI version française va être utilisée en Belgique, va être utilisée, on a fait d'ailleurs la semaine dernière une formation en Algérie sur la G4, certains de mes collègues, etc. Ça va être utilisé dans le monde francophone. Ce qui a conduit certains arbitrages qui peuvent, pour un français de souche très académique en matière de vocabulaire, paraître surprenant. Nous avons fait à ce moment-là le choix de dire retenons l'expression qui ne sera pas choquante pour un Belge, qui ne sera pas choquante en dehors du périmètre français, même si, effectivement, sur certains termes de vocabulaire, on aurait pu trouver un idiome plus adapté dans la langue française. C'est vrai, on en a fait un compromis. Alors, ça c'était pour vous donner un écho sur les G4. Donc, si vous me permettez, je vais commencer par donner la parole, non pas aux observateurs, ni aux analystes, ni entre guillemets à ceux qui font les cotations des entreprises, mais plutôt aux premiers utilisateurs. Donc je vais m'adresser à Hélène Volade en disant voilà, aujourd'hui on a une évolution qui
qui préexistait avec le principe de pertinence, dans la mesure où on avait déjà des documents annexes à la GRI G3 sur le Boundary Protocol et des choses comme ça. Là maintenant c'est inscrit, on remplace quelque part la compliance à une dizaine d'indicateurs minimum pour être en niveau d'application C, on le remplace par qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui est pertinent pour votre organisation, et c'est là-dessus qu'on vous demande d'être transparent vis-à-vis de l'externe. J'aimerais avoir un petit peu votre perception, votre sentiment sur ce changement et ce nouveau focus dans les lignes directrices version G4. Vous avez fait. Oui. Merci pour cette question. Bonjour à tous. Donc je préside le collège des directeurs du développement durable, dont un certain nombre sont dans la salle, et je les salue et les remercie parce que ce sont eux qui effectivement traitent de ces sujets de reporting. On a pas mal de lieux d'échange qui permettent de faire un certain nombre de travaux à l'intérieur du C3D sur ces sujets. Et moi, ce qui me frappe de plus en plus, c'est que il y a tout de même, et fort heureusement, un très grand bon sens de la part des directeurs du développement durable et de la RSE qui se pose comme première question que pour faire du reporting, encore faut-il avoir des choses à reporter. Bon, autrement dit, et je pense que on est en train de passer d'un reporting des impacts à un reporting de la dynamique des politiques mises en œuvre pour soit limiter ces impacts, soit maximiser ces impacts, et que ce lien entre cet exercice et ce qu'il doit servir, c'est-à-dire au fond le pilotage du progrès, de l'amélioration de la performance environnementale, économique et sociale à l'intérieur de l'entreprise, est de plus en plus capital. Et c'est pour ça qu'effectivement je salue ce qui me semble n'a pas été mis suffisamment en avant dans les propos précédents. Je crois que la grande force et la grande nouveauté de cette GRI4, c'est justement cela, que d'encourager et que de permettre au fond de s'interroger sur la pertinence de ce que nous faisons et du coup d'enclencher une vraie démarche de progrès. Donc oui, ces travaux de matérialité de pertinence permettent au fond de formaliser ce qui a été utilisé comme méthode pour produire justement les politiques de développement durable. Un certain nombre d'entre vous se sont livrés il y a quelques années maintenant à cet exercice de définition des enjeux et donc des priorités d'action des politiques de développement durable en allant interviewer l'ensemble des parties prenantes. Et donc c'est cela aussi qui du coup est incarné et gagne en visibilité dans la GRI4. Je salue les travaux notamment de Nexence par exemple ou de Jean-Claude Decaux qui viennent de nous être présentés il y a peu de temps qui sont totalement rentrés là-dedans. Donc oui, ça se fait déjà, donc ça ne peut que s'inscrire dans une démarche extrêmement dynamique. Voilà, ce lien entre reporting et ce à quoi il sert, je pense qu'il faut que ça soit l'obsession de tout le monde et je pense que là on en prend la voie. Alors il y a plein d'axes d'amélioration, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle maintenant ou après. Oui, maintenant. N'hésitez pas. Il y a trois choses qui me frappent par ailleurs. La première, et la question a été évoquée tout à l'heure, c'est la question des PME. Si nous sommes convaincus qu'il faut que nous nous engagions dans des démarches qui donnent à lire au fond l'entreprise sous un jour différent et sous le jour de cette responsabilité qui du coup est la vraie guidance d'une performance un peu nouvelle, il faut embarquer l'ensemble des acteurs économiques. Et donc il faut que nous soyons en capacité de passer de ce type de guidance tel que celui de la GRI 4 peut-être à des guidances un peu plus simplifiées à l'égard de ces publics. Et je pense que là, nous avons un gros axe de travail au sein de la plateforme RSE pour travailler à des pistes qui iront dans ce sens, voilà, pour aller dans cette volonté d'élargissement de la pratique RSE. Deuxième petit point, si vous me permettez encore. Je vais vous rendre la parole. Juste un complément sur l'approche PME. C'est une question qui a été évoquée ce matin. Donc ce matin, on s'est retrouvé entre stakeholders organizations de la GRI, et c'est une question qui a été posée en disant voilà, comment est-ce qu'on peut faire la passerelle entre ces plus de 250 pages et la capacité d'assimilation, de simplification et de quelque part de pertinence. Bienvenue. Appliquée à
une PME. Je sais que, par exemple, Pierre Mazot m'en est témoin, dans le travail sur l'ISO 26000, dès 2002-2003, on s'est posé la question et on a essayé d'expérimenter sur le terrain la RSE pour une PME, comment ça se passe. Et effectivement, on a pu collecter du retour d'expérience. Il y a une partie prenante sur laquelle vous vouliez revenir aussi. Oui, alors il y a deux autres choses qui me semblent intéressantes. La première, c'est que les reportings ont été essentiellement finalement conçus et mis en œuvre pour servir un type de parties prenantes qui sont les parties prenantes financières et investisseurs. Il y en a d'autres parties prenantes et je pense que l'on gagnerait à être en capacité finalement de traduire. Alors j'aime bien l'idée de Dolores tout à l'heure d'un tableau de bord d'indicateurs RSE simplifiés ou d'indicateurs un peu composites, mais en tout cas on gagnerait à donner une lecture simplifiée de ces démarches RSE pour ceux qui font la force des entreprises, c'est-à-dire le client final. Voilà. Et là, c'est un des sujets sur lesquels on va s'attaquer au C3D. Ça passe évidemment, comme ça a été dit tout à l'heure, par une communication un peu différente qui sait utiliser les nouvelles technologies d'information et de communication. Ça passe aussi par probablement une simplification d'un certain nombre d'indicateurs. Les travaux qui ont été engagés sur l'étiquetage environnemental auquel on participe aussi participe à tout cela, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à un cran au-dessus et qu'on soit capable d'inventer ce qui sera audible de la part du consommateur final, de la part du citoyen, de la part de l'habitant dans une ville pour traduire cette notion-là. Voilà. Et puis troisième chose que je ne peux pas ne pas dire parce que même si ça l'a été un peu, mais je le répète, je pense qu'effectivement nous sommes tous acteurs du développement durable dans les entreprises, un peu comment dire, mal à l'aise au regard de la confusion qu'il y a entre un ensemble de référentiels, ce qui peut être aussi perçu par moments comme une absence de dialogue entre agences de notation, acteurs comme celui de la GRI, ou bien comme ceux qui œuvrent pour mettre en place le reporting au sens article 225. On était ce matin un certain nombre de membres du C3D avec le CDP, pour imaginer, au fond, des passerelles que l'on pourrait construire entre la façon dont on répond au questionnaire CDP et à toute la partie environnementale qui existe, par exemple, dans le reporting 225. Je pense qu'il faut qu'on mette de l'intelligence, encore plus d'intelligence dans cet exercice, ce qui veut dire de la transversalité, des équivalences, et qu'on arrive à l'autorisation qui serait une fois qu'on a répondu sur un certain nombre d'indicateurs ou des volets d'indicateurs, et bien de pouvoir utiliser ces réponses de manière plurimodale, si je puis dire. Voilà, je pense que là aussi il y a une réflexion à avoir pour la suite des événements. Alors cette articulation entre référentiels, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez parcouru, mais avant la construction de la version 4 de la GRI a fait une enquête auprès des utilisateurs de la G3.1 pour mesurer quels pouvaient être les éléments de mandat pour le groupe de travail de la G4. Et l'un des éléments qui est ressorti, effectivement, c'est plus de complémentarité avec d'autres référentiels, effectivement. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, va être publié un document d'articulation entre GRI G4 et ISO 26000 qui, j'en fais la promotion parce qu'il va être mieux que le précédent. Pour avoir vu la version draft, en toute sincérité, la version précédente était pas très ambitieuse et pas très utilisable. Celle-ci va être nettement plus utilisable. Donc voilà, on est clairement maintenant. Oui, effectivement, les suivants sont clairement à construire. Mais il y a tout un tas de raisons d'être optimiste. Et pour finir, moi je remercie beaucoup Catherine Puiseau. Nous sommes là à TF1. Donc si nous sommes en capacité de traduire tous ces sujets de manière plus accessible au grand public, avec l'aide des professionnels du grand public, voilà, je pense qu'on sera encore mieux parti. Je disais en introduction que j'allais commencer à donner la parole aux utilisateurs
des lignes directrices de la GRI plus qu'aux observateurs et aux analystes. Et donc je me tourne vers vous, Arnaud Berger, pour vous solliciter en disant, voilà, dans la version 4 de la GRI, on a quelques évolutions significatives, on a notamment ce principe de pertinence, on a quelques indicateurs économiques qui sont présents. J'aimerais avoir votre point de vue sur, est-ce que ça va conduire à modifier ou est-ce que ça va faciliter votre travail de construction du prochain rapport de BPCE? Alors on va dire tant l'article 225 que le référentiel GRI-G4, oui, nous ont amené de façon à travailler sur notre rapport, tant sur les indicateurs que sur le processus de reporting. Sur les indicateurs, la GRI nous a apporté, non pas, voilà, c'est vraiment le plus de la matérialité. Non pas une course au nombre d'indicateurs, mais vraiment choisir les indicateurs les plus pertinents. Donc on a fait, comme on est une banque universelle, mais sur une base coopérative, on a travaillé avec les responsables des développement durable, donc des banques mères, et puis des entités du groupe, à définir mieux quels étaient finalement les indicateurs les plus pertinents, tant pour répondre à l'article 225, donc de la loi française, mais aussi de la GRI-G4, c'est-à-dire sur un dialogue plus international. Donc ça nous a permis de réduire quand même les indicateurs et de ne choisir finalement que ceux qui mettaient le mieux en pratique ou en valeur ce qu'on attendait d'une banque, tant dans ses territoires que dans ses métiers, sur la RSE. Donc oui, effectivement, on est passé sur une réduction des indicateurs. On a renforcé les indicateurs aussi sur les métiers, donc notamment sur les produits bancaires verts et solidaires. Et puis après, ça oblige aussi la G4 à renforcer ce qu'on appelle le DMA, c'est-à-dire finalement le document de procédure de reporting qui démontre tout ce que l'on a fait, le mode de calcul, leur définition, ce que nous demandent aujourd'hui les commissaires aux comptes quand ils vont faire les audits, mais plus largement travailler sur une base commune de reporting. C'est important par contre pour nous, parce que quand on est un groupe très décentralisé, voilà, avec plus de 37 banques mères et des entités, il fallait vraiment travailler sur ce dialogue commun de reporting. Voilà, donc avec de plus en plus d'indicateurs qui vont être centralisés. On parlait de correspondance entre les référentiels. Juliette nous l'a très justement présenté en disant, voilà, aujourd'hui, dans les lignes directrices, on a directement indiqué les correspondances entre la GRI, le pacte mondial, les principes de l'OCDE. Est-ce que cette correspondance et l'appui clairement prononcé entre le Global Compact et la GRI, est-ce que ça va vous conduire, vous le faites peut-être déjà, à faire votre Communication on Progress dans le rapport RSE? Parlez-nous un peu de cette articulation pour vous. Alors déjà, on a demandé aux amis du Pacte mondial qu'on ait un phasage maintenant entre le reporting que l'on fait par rapport à la réglementation, la GRI, et puis le COP lui-même. On avait un décalage, donc voilà, pouvoir le faire un petit peu tout cela au printemps. Maintenant, effectivement, le COP, donc Communication and Progress sur le Global Compact, demande des éléments factuels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a véritablement réalisé. Alors, c'est d'année en année, mais avec des actions exemplaires de ce qu'on pouvait faire. Donc là, effectivement, ça va nous aider, puisqu'on est plus sur la matérialité. Par contre, parfois, sur l'innovation que l'on peut apporter dans le champ de la banque et du développement durable, ou de l'entreprise et du développement durable au général, l'innovation ne se fait pas d'une année sur l'autre. Donc là, parfois, sur véritablement les sauts palliatifs que l'on peut faire en matière de financement, ou d'aspects distinctifs de ce que l'on attend sur la banque en matière de RSE, là, ça demande plusieurs années. On a mis 4 ans à faire le premier prêt bonifié écologique entre l'idée et la phase opérationnelle. On a mis 6 ans à mettre en place un modèle de distribution bancaire sur l'efficacité énergétique locale, qu'on appelle le programme KFV-ELENA. Donc ça, on ne peut pas chaque année le faire. Ça, ce sont vraiment des points, par contre, qui sont centraux sur la COP quand on demande des opérations exemplaires. Mais sinon, effectivement, ça va aider à communiquer près du Global Compact. Alors,
Philippe Cornet faisait tout à l'heure, mettait en avant un élément de rapprochement de la sphère financière dans les lignes directrices G4. On a notamment un léger renforcement des indicateurs économiques. Vous qui êtes sur un modèle coopératif, j'aurais une double question. La première, est-ce que ce rapprochement pour vous est utile, pertinent et va dans le sens de l'histoire, et sans répondre à la première question, mais le prolongement serait est-ce que vous pensez que la G4 pour vous peut être un pied à l'étrier pour aller vers un rapport intégré au sens de l'integrated reporting, c'est-à-dire on ne se limite pas à prendre les indicateurs extra-financiers et à les mettre dans le rapport financier en disant on a intégré, voilà, mais en intégrant au niveau politique, au niveau stratégique, et en se disant dans la stratégie business, voilà comment on prend en compte les parties prenantes, les impacts sociaux et environnementaux. Donc deux niveaux de questions. Rapprochement avec les indicateurs financiers et la mise en perspective, oui ou non, de l'integrated reporting. Wow. Alors sur la première question, sur le rapprochement, oui, notre grande surprise en voyant la G4, c'est que tout de suite, il y a eu la déclinaison sur financial sector, donc le secteur financier, alors que sur la G3, il avait fallu attendre quelques temps pour avoir une spécialisation. Non pas parce que les banques doivent être traitées à part, mais simplement elles ont un métier un peu comme les assureurs, un petit peu à part, un complément, on va dire, d'activité, comme par exemple la dimension des risques. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a eu un besoin d'adaptation et que ça a été pris très en amont sur la G4, puisqu'on l'a directement pour le secteur financier. La chose qui va être intéressante, par contre, ou peut-être à amender, mais ça c'est un petit peu une demande de notre part, c'est que sur les indicateurs économiques, ces derniers reflètent mieux la diversité économique. On parle en France qu'il y a un grand débat sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire. On voit aujourd'hui, on étudie un petit peu le rôle des associations, des mutuelles, des coopératives au secteur économique. Et cela, ça repose aussi sur des formes juridiques et des formes économiques différentes. Et pour l'instant, les indicateurs qui nous sont portés dans le monde coopératif pour nous ne sont pas reflétés au niveau de la GRI. Donc nous, on milite pour qu'on puisse ouvrir une classe au niveau économie sur la diversité économique pour relayer justement ces indicateurs qui font notre différence en matière d'économie. Là où on nous attend souvent, c'est sur la matérialité de nos relations dans les territoires, de nos relations justement aussi sur les créations d'entreprises dans les territoires, les zones rurales, les zones urbaines sensibles ou autres. Et ces indicateurs, on doit se les forger nous-mêmes aujourd'hui, mais impossible de les relever d'une manière très pertinente comme cela nous est demandé sur d'autres indicateurs dans ce focus sur l'économie. Donc je pense que une rubrique indicateur coopératif pour nous serait vraiment intéressant, cela balayant le champ de l'ESS en général, donc la diversité économique qui existe aujourd'hui de par le monde aussi, puisque la GRI, quand on se projette là-dessus, il faut se projeter aussi au niveau international. Voilà. Or, c'est un peu un trait de caractère de la France d'avoir une aussi grande représentativité des coopératives dans le monde bancaire. 60% de l'épargne est dans des banques coopératives en France, mais c'est par contre un trait de caractère de l'Europe en général. Après, ça se dilue beaucoup dans le monde, notamment anglo-saxon, donc c'est un savoir-faire européen là-dessus, et c'est ce qui peut mettre aussi le modèle économique européen en avant. Voilà. Sur la deuxième question... Mettons en perspective à l'international, une étape vers un reporting intégré. Moi, je pense que là, ça répond à un mouvement de fond que l'on a, d'intégration progressive des critères qualitatifs dans la sphère de l'économie et de la finance, donc dans la sphère du tangible. À la comptabilité, on voit qu'on a développé la comptabilité de l'immatériel. À l'analyse financière, on voit de l'analyse extra-financière. À la notation financière, on a de la notation extra-financière. Pour notre part, au financement, on a les financements verts et solidaires. Donc effectivement, sur le rapport, la G4, je pense, il va nous falloir accompagner ce mouvement de fond d'intégration progressive, de construction des rapports intégrés. Après, avec
sur quelle base de normes comptables le faire et quel traitement comptable de cette partie qualitative, ça c'est vraiment un enjeu assez fort parce que la vision est des fois très différente entre le monde anglo-saxon et le monde continental, on va dire. Voilà. Parce que, effectivement, ce que vous évoquez, c'est un enjeu que relevait déjà, je crois que c'était il y a un peu plus d'1 an que Utopie publiait un état des lieux sur le reporting intégré en France, et ça fait partie des enjeux majeurs qui étaient évoqués. Merci. Je me tourne vers Nicole Notat pour vous permettre de répondre à une question qui a été posée tout à l'heure. Comment est-ce que vous utilisez donc les rapports qui sont publiés et pour certains alignés de façon très judicieuse sur les lignes directrices de la GRI pour ensuite, je dirais, vous poser un peu la question en disant voilà, la mise en place de la GRI G4, est-ce que là, vous pensez que ça va rendre encore plus utilisable pour vous cette information qui est publiée? Merci, bonjour. Peut-être avant de répondre à cette question, je vais revenir sur notre rôle et notre métier. Notre rôle et notre métier est effectivement de collecter de l'information pertinente, donc de l'information qui d'abord existe, est visible, pertinente au regard de quoi? Au regard effectivement de ce que sont les enjeux pour une entreprise donnée dans un secteur d'activité donné, et donc de la manière dont cette entreprise affiche une capacité tangible de réduire ses impacts négatifs sur ses parties prenantes et mieux, de promouvoir des impacts positifs sur les parties prenantes en question. C'est notre travail. Vous comprenez donc qu'il faut, être au clair sur ce que sont les enjeux d'une entreprise donnée dans un secteur donné, et c'est aussi notre travail que de les nommer, que de les définir, et de dire comment nous les définissons. Il y a de la transparence aussi derrière ça. Et d'autre part, une fois qu'on a défini et déterminé ces enjeux, d'être capable de collecter de l'information que l'on va traiter dans des conditions qui vont nous permettre de dire, oui, cette entreprise, effectivement, cet enjeu, elle en a pris conscience ou pas. Si on n'a pas d'information sur un enjeu en question, on parle aussi de facteurs de durabilité, c'est pas bon signe. C'est sûrement pas, en tout cas, le signe que l'entreprise est déjà en situation de porter cet enjeu, de le traiter. Et donc de donner au bout une opinion sur, effectivement, le degré d'intégration dans les politiques de l'entreprise, dans leur déploiement, des enjeux en question. Et à qui ça sert? Parce que si on oublie à qui sert la notation extra-financière, on se perd dans des labyrinthes dont on ne sort jamais. Elle sert à des gens aujourd'hui qui sont des gestionnaires d'actifs ou des investisseurs, qui souhaitent, à l'image de tous les signataires de PRI, les principes de l'investissement responsable, ajouter au filtre financier classique de sélection de leurs investissements un filtre extra-financier. Donc, finalement, nos opinions servent aux investisseurs et nos informations, notre recherche cherche aux investisseurs et aux gérants à se forger leur propre point de vue, leur propre méthode pour sélectionner des univers d'investissement d'entreprises qui ont aussi de bonnes performances du point de vue de l'ESG. Sur le reporting, je voudrais dire qu'il n'y a pas de meilleur reporting intégré que lorsque les critères ESG sont déjà intégrés aux politiques. Je rejoindrai un peu ce qui a été dit sur le fait, pour reporter, il faut qu'on ait quelque chose à dire, il faut avoir de la matière, il faut donc avoir des engagements, il faut avoir des politiques qui ont été identifiées. De ce point de vue, je trouve que l'évolution G4, là, qui consiste à mettre les entreprises en situation de se mettre au boulot pour définir leurs propres enjeux, est quelque chose qui est dynamique, et quelque chose qui les amène non pas seulement à se mettre en conformité avec une grille d'indicateurs, parce qu'un indicateur, il est le résultat d'une politique, il est le résultat d'une mesure de cette politique. Il n'y a pas d'indicateur, ou alors il est muet, qui soit distinct de ce que l'entreprise a mis en action. Alors, est-ce que les rapports, comment nous les utilisons? Je dirais que, à
un travail comme celui du GRI, qui consiste à aider les entreprises à percevoir des informations qui sont utiles, à structurer ces informations. C'est évidemment quelque chose qui est toujours intéressant pour une agence de notation extra-financière. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que notre collecte d'informations va s'orienter sur tous les documents que l'entreprise publie sur elle-même. Le document de référence, le rapport de gestion, le site, le rapport de développement durable s'il existe de manière autonome, mais aussi sur des informations qui sont dites sur l'entreprise venant des parties prenantes en question, ou que l'on peut trouver dans les médias. Donc il y a une collecte multisource qui permet à nos analystes, avec une méthode évidemment de traitement de ces informations, de se forger au bout du bout une opinion sur le degré d'intégration par l'entreprise dans sa politique, donc finalement dans sa chaîne managériale. C'est en ça qu'on rejoint aussi la méthode du GRI qui débouche sur une analyse managériale une fois que les enjeux et donc le référentiel est posé, qui va permettre de pouvoir in fine donner une opinion la plus pertinente possible. Alors évidemment que l'information est un enjeu majeur, c'est notre matière première. Donc l'information, plus elle est vérifiée, plus elle est certifiée, plus elle risque d'être fiable pour nous. Donc c'est aussi quelque chose que l'on valorise. Mais je vous le redis, on a encore des rapports sur lesquels nous avons des trous dans la maille, je pourrais dire, sur des informations qui sont utiles à l'élaboration d'une opinion sur ce que sont des enjeux d'une entreprise donnée. Je voudrais dire un mot sur la nature des enjeux, parce qu'on a tout à l'heure, j'entendais parler de comment on définit un enjeu. Est-ce qu'il y a des enjeux matériels, c'est-à-dire sous-entendu, est-ce qu'il y a des enjeux qui sont plus sensibles, plus critiques que d'autres? Je vais vous dire comment on définit, nous, un enjeu critique. Comme ça, ce sera la transparence la plus complète. Un enjeu que l'on définit de plus critique, c'est-à-dire qui va peser plus fort que dans la consolidation de critères dans un domaine donné, c'est un facteur dont on va pouvoir se dire que la nature de l'impact qu'il peut produire sur une partie prenante est très forte. Si je suis en santé-sécurité et que j'ai un impact qui peut conduire à une question vitale pour la partie prenante, eh bien, ça va être un premier facteur qui va être considéré comme, sur une échelle de 1 à 3, comme étant très fort. Une fois qu'on a cette nature d'impact, il va falloir savoir si ça concerne beaucoup de personnes concernées par cette question de sécurité, s'il y a un risque d'occurrence régulier, et là encore, on va créer un deuxième niveau de 1, 2 ou 3 pour ce troisième facteur. Et on ajoute, dans notre système de pondération, effectivement, est-ce que cela, en retour de boucle, a un risque pour l'entreprise? Et sur combien de risques? Vous avez des risques légaux, vous avez des risques de réputation, vous avez des risques d'efficience, vous avez des risques juridiques. On va vérifier quelle est la nature du risque qui est impacté par ce facteur en question. Et plus il y a de classes de risques impactées, plus il y a un risque sur l'entreprise. Et la consolidation de ces trois facteurs, qui sont nos facteurs de pondération, va donner un poids à l'enjeu, ce qui va donc pour nous être l'enjeu qu'on considère comme étant le plus matériel, car il a effectivement une tangibilité, une sensibilité sur la partie prenante en question, mais en même temps que l'on intègre le risque ou l'opportunité, parce que qui dit risque dit aussi opportunité pour l'entreprise. Merci pour votre, j'allais dire, pour nous avoir confié votre secret de fabrication, mais puisque vous faites preuve de transparence, ce n'est plus un secret de fabrication, ou ce n'en est pas un. Les différentes entrées que vous identifiez dans ce test de pertinence, effectivement, sont un cran plus nombreuses et plus complexes que ce que proposait la GRI tout à l'heure sur un maillage à 2 entrées. On évoquait avec d'autres, d'ailleurs, tout à l'heure à la pause, la pluralité de la manière de déterminer la pertinence, mais on retrouve quand même
à un moment donné l'impact soit sur les 3 piliers du développement durable, soit sur les parties prenantes, soit sur l'organisation elle-même, puisque quelque part c'est sa pérennité qu'on recherche aussi à un moment. Bien sûr, mais de toute façon, cette prise en compte par l'entreprise de ces enjeux-là, il faut quand même pas oublier la finalité. C'est in fine un élément de création de valeur durable. Les entreprises font pas ça pour les beaux yeux de la princesse. Les entreprises perçoivent de plus en plus que leur propre maîtrise de ces enjeux et leur capacité à être toujours plus performants participent de la performance globale et durable de l'entreprise. Elles y ont donc in fine intérêt, et d'autant plus intérêt maintenant qu'il y a des investisseurs qui peuvent, je dirais, considérer ou ne pas intégrer une entreprise dans un portefeuille d'investissement au motif que cette entreprise peut leur faire porter un risque à eux sur la sécurité et la durabilité de leur propre placement. Ok. Merci. François Fatou, est-ce que vous pensez que ce nouveau principe de pertinence, ou pas nouveau, mais qui est davantage mis en avant, va modifier les manières de faire ? Alors d'ailleurs, je me posais la question de savoir si j'intervenais en tant qu'observateur ou finalement en tant que représentant de partie prenante, parce que finalement, quand je regarde un peu la composition de cette table ronde et de ceux qui se sont exprimés, finalement, les utilisateurs finaux, on ne les a pas entendus. Là, j'ai pu décompter 5 représentants d'entreprises, 4 représentants finalement d'acteurs qui vont pouvoir développer un marché sur les RSE, mais que ce soit les syndicats, les riverains, les ONG, les fournisseurs, ils ne sont pas présents. Et je me posais d'ailleurs la question, en écoutant toutes ces belles présentations, finalement, quelle est la finalité d'un rapport développement durable? Alors bien évidemment, Nicole rappelle l'intérêt pour les investisseurs, mais c'est tout le débat qu'on a aussi avec le reporting intégré. Est-ce que la seule partie prenante intéressée par le fait que l'entreprise rende des comptes, c'est l'investisseur? Oui, c'est important d'associer les investisseurs. Au sein de l'ordre, d'ailleurs, ils sont très intéressés. Mais il n'y a pas que les investisseurs. Et si j'évoque ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus l'impression qu'on est sur un débat de spécialistes, d'experts, et que ce qui peut être produit notamment par le GRI devient de plus en plus incompréhensible. Je dis ça parce que là, j'ai entendu un objectif de simplification. Là, ça a eu à traduire 2 versions, la G2 et la G3. Et là, je regardais, je comptais le nombre de pages. C'est un peu, vous savez, comme avec les pouvoirs publics en France, à chaque fois qu'on veut simplifier les textes, on rajoute de la complexité et des pages. Alors, juste un commentaire pour vous rassurer là-dessus. J'ai été très angoissé aussi en me disant je vais avoir à relire ça et à faire le lien avec le texte en anglais. Rassurez-vous, il y a de la mise en page qui est générée. Il y a fort heureusement... Il y a quand même des pages. Il y a des pages, mais il n'y a pas 100 pages de contributions supplémentaires. Bon, après, j'ai aussi cru comprendre qu'il fallait que je me mette à un nouveau langage informatique. D'ailleurs, j'avais posé la question. Il y avait un transparent, la taxonomie, là. Donc, il paraît qu'il va falloir que je me mette au langage XBRL. Bon. Et c'est vrai qu'en tant que partie prenante, qui n'a peut-être pas les mêmes capacités d'expertise que des agents de notation, des grands cabinets d'audit, etc. On parlait des PME, TPE, accessoirement qui vont devoir subir, je dirais, la déclinaison du GRI par la pression des donneurs d'ordre. Je dis ça parce que vous savez qu'on a des questionnaires à foison. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement d'être largué ou en tout cas de ne pas pouvoir s'approprier ces questions-là sans faire du pogédisme, ce qui était la mode, je dirais, j'avais l'impression que c'était un outil qui devait permettre finalement une expression citoyenne. Et cette expression citoyenne, je ne la retrouve pas forcément dans ces débats. Alors pourquoi je dis ça de manière un peu provocateur, puisque vous savez que quand on parle de RSE, on avance aussi par la contradiction, par la confrontation des arguments. C'est un point essentiel d'une démarche RSE. C'est aussi accepter, je dirais, des points forts ou des points faibles. D'ailleurs, dans une démarche de progrès, on est capable d'indiquer ses points faibles. Là, je n'ai pas entendu dans les présentations finalement où étaient les points faibles du GRI. Donc je vais essayer peut-être de les soulever à mon niveau.
Le problème des parties prenantes, je relisais ce qui était écrit. Effectivement, on parle de la pertinence, qui est un point fondamental pour éviter effectivement de fabriquer des bureaucraties, parce que malheureusement, dans le domaine du reporting, on est capable aussi, dans le secteur privé, de fabriquer de la bureaucratie. Donc, avec le principe de pertinence, on devrait pouvoir sélectionner les indicateurs. Mais finalement, c'est laissé à la libre appréciation des entreprises dans le cadre de leur dialogue avec les parties prenantes. Je dis ça parce que là, ça a travaillé sur le stakeholder engagement, et c'est vrai que quand nous épluchons les rapports, on parle d'information, de consultation, on met en place des panels de parties prenantes, bon, qui dans certains cas n'ont que de noms de... voilà. Mais rien de réellement engageant, rien qui permet de contractualiser des engagements. Pourquoi je dis ça? Est-ce que depuis que nous avons le GRI, la liberté syndicale dans le monde, le dialogue social des grandes multinationales a progressé? Là, j'ai un très bon indicateur, c'est le nombre d'entreprises signataires d'un accord cadre mondial. Vous savez que c'était quelque chose de tout à fait innovant qui obligeait les entreprises à débattre des questions de RSE avec finalement les organisations syndicales à un niveau européen ou au niveau mondial. Le nombre de ces accords n'a quasiment pas augmenté depuis 5 ans. Quasiment aucune entreprise américaine est signataire d'un accord cadre. Donc si je prends un indicateur objectif, puisqu'effectivement, alors là c'est quelque chose de super, on va demander aux entreprises d'indiquer les sites et fournisseurs au sein duquel le droit à la liberté syndicale pourrait ne pas être respecté ou est fortement menacé en précisant l'élément suivant le type de site, unité de fabrication, fournisseur, pays ou zone géographique des sites et fournisseurs concernés. Alors là, je souhaite bien du plaisir aux entreprises qui auront le courage de détailler. Bien évidemment que ça ne va pas se faire. Donc comment avancer sur la question finalement du dialogue avec les parties prenantes pour s'assurer que le principe de pertinence est bien pris en compte? Malheureusement, si je regarde le texte, la G2, la G3 et maintenant, il n'y a quasiment pas eu une avancée. Il n'y a même pas d'indicateur qui permette d'objectiver la mesure de cette question de l'engagement. Je dis ça parce qu'il y a, pour la G3, l'ORS, avec d'ailleurs le soutien des syndicats, et nous avions aussi le soutien du MEDEF, avait proposé un nouvel indicateur du GRI, qualité du dialogue social au niveau mondial. C'était un indicateur en soi. Cet indicateur n'a pas été retenu. Bon, on pourrait aussi parler de la relation avec les parties prenantes, avec les ONG, la qualité de la relation avec les fournisseurs. Voilà, et là on est sur des process, et malheureusement rien n'est précisé sur les process. Donc là, pour effectivement conclure sur mes propos, je pense que tant qu'on n'avancera pas sur la pratique du dialogue au sens fort du terme, contractualisation, mesure, engagement, voilà, on restera sur des exercices voilà, peut-être encore trop contraignants pour les entreprises, mais qui ne feront peut-être pas avancer le dialogue, sauf peut-être pour les investisseurs, ça c'est le point tout à fait positif. Mais à ce moment-là, ça veut dire que la relation finalement, enfin la question du reporting n'est qu'un exercice visant les investisseurs. Voilà. Alors, pour conclure et prolonger votre contribution, je me souviens d'un échange qu'on a eu dans les groupes de travail sur l'ISO 26000 qui disait, voilà, dans une démarche de responsabilité sociétale, puisque quelque part le reporting n'est qu'une partie d'une démarche de responsabilité sociétale, 50% de la démarche, c'est le dialogue avec les parties prenantes. Et c'est vrai que si on regarde effectivement, on a plein d'axes de progrès, et les entreprises françaises en particulier sur ce sujet-là, je crois